6 hommes aux mains calleuses se sont présentés un matin de 1789 devant le notaire d'une petite ville portuaire de Louisiane, réclamant chacun la main d'une des filles d'un riche planteur qui venait de disparaître dans des circonstances aussi brutales que mystérieuses. Ce que personne n'avait compris à l'époque, c'est que ces hommes avaient déjà scellé leur destin dans le sang 3 semaines plus tôt, lors d'une nuit où la lune elle-même semblait vouloir se détourner de ce qui allait se passer dans la grande demeure au bout de l'allée de chênes. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et laisser un commentaire en nous disant de quelle ville vous nous écoutez. Votre soutien nous permet de continuer à déterrer ces histoires enfouies dans les pages oubliées de l'histoire. Ce qui suit n'est pas une légende. Ce qui suit n'est pas une fable inventée pour effrayer les enfants. C'est le récit reconstitué d'événements qui ont secoué une communauté entière, divisé des familles pendant des générations, et dont les conséquences se sont répercutées pendant plus d'un siècle dans les registres paroissiaux, les testaments contestés et les silences pesants des descendants. Une histoire que les archives judiciaires ont tenté d'effacer, que les familles influentes ont voulu enterrer, mais dont les fragments épars racontent une vérité bien plus sombre que tout ce que l'imagination pourrait concevoir.
La Louisiane de la fin du XVIIIe siècle était une colonie française passée sous domination espagnole depuis 1762, avant de revenir brièvement à la France, puis d'être vendue aux jeunes États-Unis en 1803. Mais en 1789, au moment où notre histoire commence, la région vivait encore sous l'administration espagnole, dans un équilibre précaire entre différentes populations, différentes langues, différentes lois. Le delta du Mississippi était alors un territoire de contrastes violents. 6 hommes aux mains calleuses se sont présentés un matin de 1789 devant le notaire d'une petite ville portuaire de Louisiane, réclamant chacun la main d'une des filles d'un riche planteur qui venait de disparaître dans des circonstances aussi brutales que mystérieuses. Ce que personne n'avait compris à l'époque, c'est que ces hommes avaient déjà scellé leur destin dans le sang 3 semaines plus tôt, lors d'une nuit où la lune elle-même semblait vouloir se détourner de ce qui allait se passer dans la grande demeure au bout de l'allée de chênes. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et laisser un commentaire en nous disant de quelle ville vous nous écoutez. Votre soutien nous permet de continuer à déterrer ces histoires enfouies dans les pages oubliées de l'histoire. Ce qui suit n'est pas une légende. Ce qui suit n'est pas une fable inventée pour effrayer les enfants. C'est le récit reconstitué d'événements qui ont secoué une communauté entière, divisé des familles pendant des générations, et dont les conséquences se sont répercutées pendant plus d'un siècle dans les registres paroissiaux, les testaments contestés et les silences pesants des descendants. Une histoire que les archives judiciaires ont tenté d'effacer, que les familles influentes ont voulu enterrer, mais dont les fragments épars racontent une vérité bien plus sombre que tout ce que l'imagination pourrait concevoir. La Louisiane de la fin du XVIIIe siècle était une colonie française passée sous domination espagnole depuis 1762, avant de revenir brièvement à la France, puis d'être vendue aux jeunes États-Unis en 1803. Mais en 1789, au moment où notre histoire commence, la région vivait encore sous l'administration espagnole, dans un équilibre précaire entre différentes populations, différentes langues, différentes lois. Le delta du Mississippi était alors un territoire de contrastes violents. Les immenses plantations de canne à sucre et d'indigo s'étendaient le long du fleuve, générant des fortunes colossales pour quelques familles, tandis que des milliers d'hommes et de femmes, maintenus en esclavage, travaillaient du lever au coucher du soleil, dans des conditions d'une brutalité inimaginable. La société coloniale fonctionnait selon une hiérarchie rigide où la couleur de peau, l'origine et le statut social déterminaient absolument tout, de la nourriture qu'on mangeait aux vêtements qu'on portait, en passant par les rues qu'on pouvait emprunter et les regards qu'on devait baisser. La Nouvelle-Orléans elle-même était un creuset où se mélangeaient tant bien que mal français, espagnols, créoles, gens de couleur libre, esclaves africains, amérindiens et quelques aventuriers venus de tous les coins du monde. Mais à 50 kilomètres au nord du port principal, là où le fleuve décrivait une courbe paresseuse entre des marécages infestés de moustiques et des forêts de cyprès aux racines noueuses, se trouvait le domaine Valcourt, une plantation de plus de 2000 hectares appartenant à Augustin Valcourt, un homme dont le nom seul suffisait à faire baisser les yeux dans toute la région. Le domaine comprenait la grande maison principale, une construction imposante de style colonial français, avec ses galeries à colonnes, son toit à forte pente et ses volets verts qui claquaient dans le vent humide venant du fleuve.
Autour s'étendaient les champs de canne à sucre, géométriquement parfaits, les bâtiments de la sucrerie où l'on transformait la récolte, les écuries, les entrepôts, et plus loin, dissimulés derrière une rangée de saules pleureurs, les cabanes des esclaves, une cinquantaine de structures misérables où s'entassaient près de 300 âmes. Augustin Valcourt avait hérité du domaine de son père en 1770. À l'époque de notre histoire, il avait 53 ans, une corpulence imposante qu'il maintenait grâce à une consommation impressionnante de viande rôtie et de vin français importé à grands frais. Son visage rougeau était marqué par des veines éclatées sur les joues et le nez, témoignage d'années de beuverie. Mais derrière cette apparence d'homme jouisseur, se cachait quelque chose de bien plus inquiétant. Une cruauté méthodique, une violence calculée qui s'exprimait dans la manière dont il gérait son domaine, et surtout dans la manière dont il traitait ceux qui dépendaient entièrement de lui. Valcourt était veuf depuis 12 ans. Sa femme, Marie-Céleste de Bienville, était morte en couche en 1777, en donnant naissance à leur 6e enfant, un garçon mort-né. Elle laissait derrière elle 6 filles, nées entre 1770 et 1776. Adélaïde, Hortense, Victoire, Clémence, Rosalie et Mathilde. À l'époque qui nous intéresse, elles avaient entre 13 et 19 ans. 6 jeunes femmes élevées dans l'isolement relatif du domaine, éduquées par une gouvernante française venue de métropole et préparées à faire des mariages avantageux avec des fils de planteurs voisins ou des négociants enrichis de la ville. Les filles Valcourt vivaient dans une aile séparée de la grande maison, sous la surveillance stricte de mademoiselle Geneviève Fourcade, leur gouvernante, une femme sèche d'une 40aine d'années qui appliquait les règles de bienséance avec une rigueur toute janséniste. Les jeunes femmes apprenaient le français et l'espagnol, la broderie et le piano, la tenue d'un foyer et les rudiments de gestion qui leur permettraient de superviser un jour leur propre domestique. Elles ne quittaient le domaine que pour la messe dominicale à l'église Sainte-Marie de l'Assomption, à 3 kilomètres de là, et pour les rares visites mondaines chez des familles de leur rang. Mais si la vie des filles Valcourt suivait les conventions strictes de leur classe sociale, l'existence de leur père empruntait des chemins bien plus sombres. Augustin Valcourt était connu dans toute la région pour la dureté exceptionnelle avec laquelle il traitait ses esclaves. Alors que même dans ce système d'une violence intrinsèque, certains maîtres faisaient preuve d'une forme minimale de pragmatisme en préservant la santé de leur main-d'œuvre, Valcourt semblait prendre un plaisir particulier à infliger des punitions disproportionnées pour les moindres manquements. Les registres paroissiaux de l'époque que nous avons pu consulter montrent une mortalité anormalement élevée parmi les esclaves du domaine Valcourt. Entre 1785 et 1789, pas moins de 47 décès ont été enregistrés, soit un taux presque double de celui observé dans les plantations voisines. Les causes officielles variaient. Fièvre, accident de travail, noyade, morsure de serpent. Mais les témoignages fragmentaires qui ont survécu dans les correspondances privées de l'époque racontent une autre histoire. Le père Joachim Dutour, qui officiait à l'église Sainte-Marie, a écrit en 1787 une lettre à son évêque à la Nouvelle-Orléans, lettre conservée dans les archives diocésaines et que nous avons pu lire. Il y exprimait son trouble face à ce qu'il observait lors de ses visites au domaine Valcourt. Il mentionnait des marques sur les corps des esclaves qui venaient se confesser, des cicatrices qui ne pouvaient résulter d'accidents ordinaires, et surtout le silence terrifié qui s'abattait sur eux dès que le nom de leur maître était prononcé. L'évêque n'avait jamais répondu à cette lettre, ou si réponse il y eut, elle ne s'est pas retrouvée dans les archives. Parmi les 300 esclaves du domaine Valcourt, 6 hommes occupaient une position particulière. Ce n'étaient pas des chefs d'équipe officiels, fonction généralement confiée à des hommes choisis pour leur fidélité au maître et leur capacité à maintenir la discipline parmi leurs compagnons de misère. Non, ces 6 hommes s'étaient imposés par quelque chose de plus subtil, une forme d'autorité naturelle qui ne dépendait pas de la reconnaissance du maître, mais du respect que leur portaient les autres esclaves. Le premier s'appelait Barthélemy.
C'était un homme d'environ 35 ans, grand, avec une stature imposante qui aurait pu en faire un combattant redoutable si les circonstances avaient été différentes. Il était arrivé au domaine 15 ans plus tôt, acheté lors d'une vente à la Nouvelle-Orléans. On disait qu'il avait travaillé auparavant dans les champs de tabac de Virginie, d'où il avait été vendu après un incident dont personne ne connaissait exactement les détails. Barthélemy parlait peu, mais quand il parlait, les autres écoutaient. Il avait appris à lire, chose extraordinairement rare parmi les esclaves et strictement interdite par la plupart des codes noirs en vigueur dans les colonies. Comment avait-il acquis cette compétence? Les témoignages diffèrent, mais il semble qu'un ancien maître plus libéral, ou peut-être un missionnaire idéaliste, lui ait enseigné les lettres dans sa jeunesse. Le deuxième était Samuel, un homme plus jeune, 28 ans environ, au visage marqué par une cicatrice qui barrait sa joue gauche de l'oreille au menton, souvenir d'une punition reçue quelques années plus tôt pour avoir osé regarder Augustin Valcourt dans les yeux. Samuel était né sur le domaine, fils d'une femme morte en couche et d'un père qu'il n'avait jamais connu. Il travaillait depuis l'âge de 8 ans dans les champs, et son corps portait les marques d'un labeur incessant sous le soleil impitoyable de Louisiane. Le troisième se nommait Isaac. C'était un homme d'une trentaine d'années, plus petit que les autres mais d'une force surprenante, capable de porter des charges que des hommes bien plus grands peinaient à soulever. Isaac avait une particularité. Il connaissait les plantes. Il savait quelles racines pouvaient soulager la fièvre, quelles feuilles arrêtaient les saignements, quelles baies provoquaient des vomissements ou des étourdissements. Cette connaissance lui valait une forme de respect, mêlée de crainte parmi les autres esclaves. Et même quelques domestiques de la grande maison venaient parfois le consulter discrètement pour des maux que les médecins blancs ne parvenaient pas à guérir. Le quatrième était Josué, un homme au tempérament différent des autres. Là où Barthélemy imposait par sa prestance et Samuel par sa détermination silencieuse, Josué séduisait par ses mots. Il avait le don de raconter des histoires, de transformer les soirées dans les cabanes sombres en moments où l'on oubliait presque l'épuisement et la douleur. Il racontait des légendes venues d'Afrique, des histoires transmises de génération en génération, des récits de rois et de guerriers, de terres lointaines où les hommes étaient libres. Ces histoires maintenaient quelque chose de vivant chez ceux qui l'écoutaient, une braise d'humanité que le système tentait constamment d'éteindre. Le cinquième s'appelait Nathanaël. C'était le plus âgé du groupe, 42 ans, ce qui représentait un âge avancé pour un esclave travaillant dans les champs de canne à sucre. Nathanaël avait survécu à ce que peu survivaient. 25 années de labeur dans les conditions les plus brutales. Il portait cette survie comme une forme de sagesse. Les autres venaient lui demander conseil, et il offrait ses mots avec parcimonie, mais chacun d'eux comptait. Le sixième et dernier était Elias, le plus jeune, 24 ans à peine. Il était arrivé au domaine seulement 3 ans plus tôt, acheté lors d'une succession après la mort de son ancien maître. Elias avait quelque chose dans le regard, une intensité qui mettait mal à l'aise. Il ne se contentait pas de subir, il observait, analysait, attendait. Et dans cette attente se logeait quelque chose que les autres reconnaissaient sans pouvoir le nommer. Une capacité à l'action qui ne demandait qu'une occasion pour se manifester. Ces 6 hommes n'avaient pas choisi de devenir proches. Les circonstances les avaient rapprochés progressivement, lors de punitions subies ensemble, lors de nuits passées à soigner les blessures les uns des autres, lors de conversations murmuées dans l'obscurité des cabanes. Ils formaient, sans l'avoir vraiment décidé, une sorte de fraternité invisible, un noyau de solidarité dans un monde conçu pour briser toute forme de lien entre les opprimés. L'été 1789 fut particulièrement accablant. La chaleur était telle que même les nuits n'apportaient aucun soulagement. L'air restait épais, chargé d'une humidité qui rendait chaque respiration difficile. Dans les champs, les esclaves travaillaient du lever du jour jusqu'à ce que l'obscurité rende impossible de distinguer les tiges de canne. La récolte s'annonçait exceptionnelle et Augustin Valcourt avait décidé d'en tirer le maximum de profit
en augmentant les quotas de coupe de façon déraisonnable. C'est dans ce contexte que se produisit l'incident qui allait tout déclencher. Un après-midi de juillet, alors que le soleil dardait ses rayons les plus meurtriers, une jeune esclave du nom de Ruth s'effondra dans les champs. Elle avait 16 ans et travaillait depuis l'aube sans avoir bu une seule gorgée d'eau. Le contremaître blanc, un certain Lebrun, homme brutal recruté par Valcourt précisément pour sa capacité à maintenir les cadences sans considération pour la santé des travailleurs, ordonna qu'on la relève immédiatement et qu'elle reprenne le travail. Ruth ne se releva pas. Son corps restait immobile dans la terre rouge entre les rangées de cannes. Lebrun s'approcha, irrité par ce qu'il considérait comme de la paresse, et lui donna un coup de pied dans les côtes. Toujours aucune réaction. C'est alors que Samuel, qui travaillait non loin de là, posa sa machette et s'avança vers le contremaître. Ce qui se passa ensuite fait l'objet de versions contradictoires dans les témoignages qui ont survécu. Selon le rapport officiel établi plus tard par les autorités espagnoles, Samuel aurait agressé verbalement le contremaître et tenté de le frapper. Selon les récits recueillis auprès d'autres esclaves présents, Samuel aurait simplement demandé qu'on laisse Ruth se reposer quelques minutes, qu'on lui apporte de l'eau, qu'on la mette à l'ombre. La réalité importait peu. Ce qui comptait, c'est que Samuel avait osé parler sans y être invité, qu'il avait osé remettre en question une décision d'un blanc, qu'il avait osé interrompre le travail. Lebrun, rouge de fureur, ordonna qu'on attache Samuel au poteau de punition près de la sucrerie. Le poteau de punition était une institution sur le domaine Valcourt. C'était un simple tronc de chêne planté profondément dans le sol, avec 2 anneaux de fer scellés à hauteur d'épaule. On y attachait les esclaves, jugés désobéissants pour administrer les châtiments corporels. Le code noir espagnol limitait officiellement à 25 le nombre de coups de fouet qu'un maître pouvait infliger sans autorisation judiciaire. Dans la pratique, personne ne comptait vraiment, et personne ne venait vérifier. Si cette histoire vous glace déjà le sang, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez qu'il va se passer. Votre engagement nous aide à continuer ces recherches dans les archives oubliées. Ce soir-là, Augustin Valcourt lui-même supervisa la punition de Samuel. Il était de mauvaise humeur, ayant reçu dans l'après-midi une lettre de son agent commercial à la Nouvelle-Orléans, lui annonçant que le prix du sucre avait baissé sur les marchés européens. Cette contrariété, qui n'avait aucun rapport avec Samuel, allait se déverser sur lui avec une violence démesurée. Valcourt ordonna 50 coups de fouet. Barthélemy, Isaac, Josué, Nathanaël et Elias faisaient partie des esclaves contraints d'assister à la punition, selon une pratique courante visant à décourager toute velléité de rébellion par l'exemple de la souffrance infligée. Ils restèrent debout dans la poussière, sous le soleil déclinant, et regardèrent Lebrun lever le fouet encore et encore, chaque claquement laissant une nouvelle marque sur le dos de Samuel. À partir du 30e coup, Samuel ne criait plus. Son corps pendait mollement, maintenu debout uniquement par les liens qui attachaient ses poignets aux anneaux de fer. Le sang coulait en longues traînées le long de son dos lacéré. Mais Valcourt ne donna pas l'ordre d'arrêter. Il resta là, un verre de rhum à la main, observant la scène avec une expression impossible à déchiffrer, quelque part entre la satisfaction et l'ennui. Quand ce fut terminé, on détacha Samuel et on le laissa s'effondrer dans la poussière. C'est Barthélemy et Isaac qui le portèrent jusqu'aux cabanes, son sang tachant leurs vêtements. Cette nuit-là, pendant qu'Isaac préparait des cataplasmes avec des plantes récoltées au bord du fleuve, pendant que les 5 autres veillaient sur Samuel, qui délirait de fièvre, quelque chose changea entre eux. Ils ne prononcèrent pas un mot sur ce qui était en train de naître dans leurs esprits, mais tous le sentaient. Cette transformation silencieuse de la peur en autre chose, de la résignation en une forme de détermination qui n'avait pas encore trouvé son expression. Ils étaient 6 hommes dans une cabane sombre, éclairée par une seule bougie, et dans le silence ponctué par les gémissements de Samuel, une décision informulée commençait à prendre forme.
Les jours suivants s'écoulèrent dans une tension palpable. Samuel survécut à ses blessures, mais son dos resterait marqué à jamais par un réseau de cicatrices épaisses. Il reprit le travail une semaine plus tard, marchant avec raideur, chaque mouvement lui arrachant une grimace de douleur. Mais il ne se plaignit pas, ne demanda aucune faveur, ne montra aucun signe de faiblesse devant les contremaîtres. Pendant ce temps, les 6 hommes commencèrent à se retrouver la nuit, dans une vieille cabane abandonnée au fond du quartier des esclaves. Ces réunions n'avaient rien d'exceptionnel en apparence. Les esclaves se rassemblaient souvent le soir pour discuter, chanter, raconter des histoires. Mais ce qui se disait dans cette cabane particulière était d'une nature différente. Ils parlèrent d'abord de leur situation, de l'impossibilité de continuer ainsi, de la certitude que si rien ne changeait, ils mourraient tous avant d'avoir atteint 40 ans, usés jusqu'à l'os par le travail et les mauvais traitements. Barthélemy, avec sa capacité à lire, avait eu accès à des journaux laissés négligemment dans la grande maison. Il avait lu des articles sur les événements qui secouaient la France, sur cette révolution qui parlait de droits de l'homme, d'égalité, de fraternité. Ces mots résonnaient étrangement dans l'obscurité d'une cabane d'esclaves en Louisiane, mais ils résonnaient néanmoins. Puis Josué parla de liberté, non pas comme un concept abstrait, mais comme une possibilité concrète. Il évoqua les marrons, ces esclaves qui s'enfuyaient dans les marécages et les forêts pour y établir des communautés indépendantes. Mais tous savaient que l'évasion n'était pas une option viable pour eux. Les patrouilles étaient nombreuses, les chiens dressés pour traquer les fugitifs, et les punitions réservées à ceux qu'on rattrapait étaient pires que la mort. C'est Élias qui prononça le premier les mots qui changeaient tout. Une nuit d'août, alors qu'un orage grondait au loin et que des éclairs illuminaient par intermittence l'intérieur de la cabane, il dit simplement « Si nous ne pouvons pas partir, alors c'est lui qui doit partir. » Un long silence suivit. Tous comprirent immédiatement ce qu'il voulait dire. Nathanaël, le plus âgé, celui qui avait vu tant de choses et survécu à tant d'horreurs, ferma les yeux un long moment avant de parler. « Si nous faisons cela, dit-il, il n'y a pas de retour en arrière possible. Nous serons tous pendus, ou pire. » Isaac répondit d'une voix calme. « Nous sommes déjà morts. Nous mourrons un peu chaque jour. La question n'est pas de savoir si nous allons mourir, mais comment nous allons vivre le temps qu'il nous reste. » Ce fut le début de quelque chose qui n'avait pas de nom dans leur vocabulaire, quelque chose qui se situait au-delà de la révolte, au-delà de la vengeance, quelque chose de plus calculé et de plus froid. Ils allaient éliminer Augustin Valcourt, non pas dans un moment de rage incontrôlée, mais selon un plan minutieux qui leur permettrait peut-être, juste peut-être, de survivre aux conséquences. Les semaines qui suivirent virent se mettre en place une préparation d'une complexité remarquable compte tenu des circonstances. Les 6 hommes ne pouvaient se permettre aucune imprudence, aucune confidence, aucune trace de leurs intentions. Ils continuaient leur travail quotidien sans rien changer à leurs habitudes, sans attirer l'attention des contremaîtres ou des autres esclaves. Barthélemy utilisait sa capacité à lire pour observer les habitudes de Valcourt documentées dans les registres de la plantation. Il avait accès aux écuries où étaient entreposés certains documents, et lors de brefs moments où personne ne le surveillait, il parcourait rapidement les pages, mémorisant les informations pertinentes. Il apprit ainsi que Valcourt avait l'habitude de faire des tournées nocturnes de la propriété, seul, au moins 2 fois par semaine. Samuel, malgré ses blessures encore douloureuses, se porta volontaire pour travailler aux écuries, un poste moins exigeant physiquement que les champs. Cette position lui permettait d'observer les allées et venues de Valcourt, de noter les nuits où il sortait, les chemins qu'il empruntait, la durée de ses absences. Isaac continua ses cueillettes de plantes médicinales, mais il commença aussi à rassembler autre chose, des substances qui pouvaient servir à d'autres fins qu'à guérir. Certaines racines, si elles étaient préparées d'une certaine manière, pouvaient provoquer des étourdissements, des nausées, un affaiblissement temporaire des facultés. Il ne dit rien aux autres de ce qu'il préparait exactement,
Mais tous comprirent qu'il constituerait une arme silencieuse. Josué, avec son talent pour les histoires, commença à tisser un récit différent, une version alternative de leur vie sur la plantation qui pourrait servir plus tard si des questions étaient posées. Il répétait cette histoire encore et encore, la modifiant légèrement, la peaufinant jusqu'à ce qu'elle sonne absolument naturelle. Cette histoire parlait de 6 hommes dévoués à leur maître, reconnaissant de sa bonté, prêts à le défendre contre tout danger. C'était un mensonge si complet, si élaboré qu'il en devenait presque crédible. Nathanaël, fort de son expérience et de sa connaissance du domaine, identifia les endroits où un corps pouvait disparaître. Il connaissait les zones les plus profondes du fleuve, les marécages où même les alligators ne s'aventuraient pas souvent, les anciens puits abandonnés recouverts de végétation. Il garda ces informations pour lui, attendant le moment où elles deviendraient nécessaires. Élias, le plus jeune et le plus audacieux, se concentra sur un aspect différent du plan. Il observa les filles Valcourt. Ce n'était pas difficile, elles sortaient parfois sur la galerie de la grande maison, marchaient dans les jardins, se rendaient à l'église le dimanche. Élias les regardait avec une intensité qui aurait pu lui valoir une punition terrible si quelqu'un l'avait remarqué. Mais il était prudent, toujours en train de faire semblant de travailler, toujours le regard détourné au bon moment. Ce qu'Élias comprit et qu'il partagea ensuite avec les autres lors de leur réunion nocturne, c'est que les filles Valcourt étaient des prisonnières à leur manière. Certes, elles vivaient dans le luxe relatif, elles ne connaissaient pas la faim ni les coups de fouet, mais elles étaient enfermées dans un système tout aussi rigide, bien que différent. Elles dépendaient entièrement de leur père pour leur survie sociale et économique. Sans lui, elles seraient à la merci du premier tuteur légal, nommé par les autorités, probablement un oncle ou un cousin éloigné, qui gérerait leur héritage selon ses propres intérêts. Cette observation donna naissance à la partie la plus audacieuse du plan, celle qui transformait un meurtre en quelque chose de potentiellement viable à long terme. Si Valcourt disparaissait, ses filles hériteraient du domaine. Mais elles étaient toutes mineures ou à peine majeures. Elles ne savaient rien de la gestion d'une plantation. Elles seraient perdues. Elles auraient besoin d'aide, de protection, de quelqu'un pour gérer les affaires, maintenir la production, négocier avec les acheteurs. Et si ces personnes étaient les 6 esclaves les plus capables du domaine? Si elles leur accordaient leur confiance? Et si, avec le temps, cette confiance se transformait en quelque chose de plus permanent? L'idée semblait folle quand Élias la formula pour la première fois. Le code noir interdisait formellement les mariages entre blancs et noirs. Les lois coloniales étaient absolument claires là-dessus. Mais les lois coloniales étaient aussi pleines de failles, de zones grises, d'exceptions accordées dans des circonstances particulières. Et ils vivaient une époque de bouleversement, où les certitudes anciennes commençaient à se fissurer. Ils ne parleraient pas de mariage immédiatement, bien sûr. Cela viendrait plus tard, progressivement, après que les filles aient appris à dépendre d'eux, après que les alternatives leur aient semblé pires que l'impensable. C'était un plan à très long terme, qui nécessiterait des années de patience et de manipulation subtile. Mais c'était aussi la seule manière de transformer un acte de violence désespéré en quelque chose qui pourrait leur donner une chance, aussi mince soit-elle, de survie et même de liberté. Les 6 hommes discutèrent pendant des nuits entières de tous les aspects du plan. Ils envisagèrent tous les scénarios possibles, toutes les complications qui pourraient survenir, tous les moments où tout pouvait s'effondrer. Le risque était colossal. S'ils échouaient, ou si leur plan était découvert, ils seraient torturés avant d'être exécutés publiquement de la manière la plus atroce possible, pour servir d'exemple à tous les autres esclaves de la région. Mais le risque de ne rien faire semblait désormais pire. Samuel portait sur son dos les marques de ce qui les attendait tous, s'il continuait simplement à survivre jour après jour. La brutalité de Valcourt n'avait fait qu'empirer ces derniers mois, comme si quelque chose en lui se détériorait, libérant des aspects de sa personnalité qu'il avait auparavant gardés sous un certain contrôle. Il y eut un autre incident en septembre qui convainquit même les plus hésitants parmi eux que l'action était devenue nécessaire. Une jeune femme esclave du nom d'Abigail,
qui travaillait comme domestique dans la grande maison, disparut un soir. On la retrouva le lendemain matin flottant dans le bassin du jardin, le visage tourné vers le fond, ses jupes gonflées par l'eau, formant une corolle macabre autour de son corps. La version officielle parla d'un accident, d'une chute malencontreuse, alors qu'elle allait puiser de l'eau. Mais les autres domestiques racontèrent une histoire différente. Elles murmurèrent qu'Abigail avait été convoquée dans les appartements privés de Valcourt la veille au soir, et qu'on l'avait entendue pleurer pendant des heures. Elles parlèrent de marques sur son cou quand on sortit son corps de l'eau, des marques qui ressemblaient à des empreintes de doigts. Le père du Tour, appelé pour bénir le corps, nota ces détails dans son journal personnel, mais ne dit rien publiquement. Que pouvait-il dire? À qui pouvait-il se plaindre? Valcourt était l'homme le plus puissant de la région. Il contribuait généreusement au fonds de l'Église, et aucune autorité n'allait enquêter sérieusement sur la mort d'une esclave. Pour les 6 hommes, ce fut le signe qu'ils attendaient, sans le savoir. Si Abigail pouvait mourir ainsi, sans que personne ne demande de compte, alors aucun d'entre eux n'était en sécurité. Leurs filles, leurs sœurs, leurs compagnes, toutes les femmes du domaine vivaient sous la menace constante de la violence de cet homme. Il fallait agir, et il fallait agir bientôt. Ils fixèrent la date à la 3e semaine d'octobre. C'était le moment où la récolte battait son plein, où tout le monde était épuisé par des journées de travail interminables, où les esprits étaient trop fatigués pour remarquer les détails inhabituels. De plus, il y aurait une pleine lune cette semaine-là, ce qui signifiait suffisamment de lumière pour voir sans avoir besoin de torches qui pourraient attirer l'attention. Le 20 octobre 1789 était un mardi. La journée avait été particulièrement éprouvante, avec des températures encore élevées malgré l'approche de l'automne. Dans les champs, les esclaves avaient coupé la canne du lever au coucher du soleil, leurs machettes brillant sous le soleil implacable, leur dos courbé dans un mouvement répétitif qui continuait même dans leurs rêves. Ce soir-là, Augustin Valcourt dîna seul dans la grande salle à manger comme à son habitude. Ses filles mangeaient dans leur propre salle à manger, dans l'aile qui leur était réservée, sous la surveillance de mademoiselle Fourcade. Valcourt aimait ce moment de solitude où il pouvait manger et boire sans avoir à maintenir les apparences de civilité que la présence de ses filles exigeait. Le repas fut servi par 2 domestiques, dont l'une était la sœur d'Abigail, la jeune femme morte quelques semaines plus tôt. Elle plaça les plats devant son maître avec des mains tremblantes, évitant soigneusement de croiser son regard. Valcourt ne remarqua rien, ou peut-être s'en fichait-il. Il consomma son repas avec l'appétit vigoureux d'un homme qui n'a jamais connu la faim, vidant son assiette de viande rôtie, de pommes de terre et de légumes, le tout arrosé de plusieurs verres de vin rouge importé. Ce que Valcourt ne savait pas, c'est qu'Isaac avait réussi à faire passer à la cuisine une préparation spéciale. Ce n'était pas un poison, rien d'aussi évident ou traçable. C'était une décoction de certaines racines et feuilles qui, mélangées dans le vin, produisaient un effet subtil mais efficace. Un ralentissement progressif des réflexes, une légère confusion mentale, un affaiblissement de la coordination motrice. Les symptômes pouvaient facilement être confondus avec une consommation excessive d'alcool, ce que Valcourt faisait régulièrement de toute façon. La domestique avait versé le contenu du petit flacon dans la carafe de vin avant de la porter à table. Elle l'avait fait en tremblant, consciente que si elle était découverte, sa mort serait lente et atroce. Mais elle avait pensé à sa sœur, au visage tuméfié d'Abigail quand on l'avait sortie de l'eau, et sa main s'était affermie. Après le dîner, Valcourt se retira dans son bureau, une pièce lambrisée au premier étage qui donnait sur les champs. Il avait l'habitude de passer 1 heure ou 2 à examiner les registres du domaine, à vérifier les comptes, à planifier les prochaines ventes. Ce soir-là, il se sentait légèrement étourdi, mais il attribua cela au vin et à la chaleur. Il ouvrit la fenêtre pour laisser entrer un peu d'air frais. Vers 22 heures, selon ce que les domestiques racontèrent plus tard, Valcourt quitta la grande maison par la porte principale. C'était l'une de ses habitudes, ces rondes nocturnes où il inspectait la propriété, s'assurait que les esclaves étaient bien dans leur cabane et ne complotaient rien.
Il marchait avec une canne, non pas par nécessité mais par affectation. Un bâton de chêne avec un pommeau en argent qui servait autant d'armes que de support. Ce que personne dans la grande maison ne vit, c'est que 6 hommes l'attendaient dans l'obscurité. Barthélemy était posté près de l'allée de chêne qui menait au champ. Samuel se tenait près de la sucrerie, dont les bâtiments projetaient de longues ombres sous la lune. Isaac avait pris position près du vieux puits abandonné, à mi-chemin entre la grande maison et les cabanes des esclaves. Josué surveillait le chemin qui longeait le fleuve. Nathanaël gardait l'accès aux écuries. Et Élias, le plus jeune, le plus rapide, attendait près du bosquet de Magnolia où Valcourt aimait s'arrêter pour fumer un cigare en contemplant son domaine. Ils avaient répété mentalement ce moment des dizaines de fois. Chacun connaissait sa position, son rôle, le signal qui déclencherait l'action. Ils ne portaient aucune arme visible, rien qui pourrait les trahir s'ils étaient découverts avant d'agir. Leurs armes seraient leurs mains, leur nombre, et l'effet de la préparation d'Isaac qui commençait maintenant à affecter sérieusement Valcourt. Le planteur marchait d'un pas moins assuré que d'habitude. Il s'arrêta plusieurs fois, posant une main sur sa canne pour se stabiliser. La lune éclairait son visage rougeau, où perlaient des gouttes de sueur malgré la fraîcheur relative de la nuit. Il marmonnait quelque chose d'incompréhensible, peut-être se parlait-il à lui-même, habitude qu'il avait développée dans sa solitude. Valcourt se dirigea vers le bosquet de Magnolia, comme Élias l'avait prédit. C'était son endroit favori, un petit espace circulaire entouré d'arbres centenaires, avec un vieux banc de pierre installé par son père des décennies auparavant. Il s'assit lourdement, sortit un cigare de sa poche et l'alluma avec des gestes maladroits. C'est à ce moment que les 6 hommes convergèrent vers le bosquet. Ils émergèrent des ombres sans un bruit, leurs pieds nus sur l'herbe ne produisant aucun son. Valcourt ne les vit pas immédiatement, trop concentré sur son cigare et sur la sensation désagréable de vertige qui semblait s'intensifier. Quand il leva finalement les yeux, il formait un demi-cercle devant lui, 6 silhouettes sombres dans la pénombre. Il tenta de se lever, mais ses jambes ne répondirent pas correctement. Il réussit seulement à se pencher en avant, sa canne glissant de sa main et tombant dans l'herbe. Sa bouche s'ouvrit, peut-être pour crier, pour donner un ordre, pour proférer une menace, mais aucun son n'en sortit. Les effets de la décoction d'Isaac atteignaient leur maximum. Barthélemy s'avança le premier. Dans la lumière de la lune, son visage était impénétrable, ni en colère ni joyeux, simplement déterminé. Il parla d'une voix basse, presque conversationnelle, comme s'il discutait de choses banales. « Vous vous souvenez de Samuel, n'est-ce pas? Celui que vous avez fait fouetter jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Vous vous souvenez d'Abigail? De Ruth? De tous ceux dont vous n'avez même jamais pris la peine de connaître les noms ?» Valcourt essaya de répondre, mais seul un gargouillis inarticule sortit de sa gorge. Ses yeux roulaient dans leurs orbites, essayant de focaliser sur les hommes qui l'entouraient. Il comprenait maintenant ce qui était en train de se passer, la terreur se lisait clairement sur ses traits, mais son corps refusait d'obéir à son esprit. Ce qui suivit ne fut ni rapide ni spectaculaire. Les 6 hommes n'agirent pas dans un accès de rage incontrôlé. Ils procédèrent méthodiquement, presque froidement, comme s'ils accomplissaient une tâche nécessaire et longtemps reportée. Ils ne voulurent pas que Valcourt meure rapidement. Ils voulurent qu'il comprenne, qu'il ressente une fraction de la peur et de l'impuissance qu'ils avaient éprouvée pendant toutes ces années. Nathanaël plaça ses mains autour du cou de Valcourt, pas pour étrangler immédiatement, mais pour exercer une pression progressive. Valcourt émit des sons étranglés. Ses mains s'agitèrent faiblement, essayant de repousser l'étreinte, mais sans force. Les autres regardaient, témoins de ce moment qui changeait tout, qui les transformait en quelque chose qu'ils n'avaient jamais été auparavant. Cela dura longtemps, plus longtemps qu'aucun d'eux ne l'avait anticipé. Valcourt s'accrocha à la vie avec une ténacité surprenante, son corps luttant contre l'inévitable même quand son esprit avait déjà abandonné. Ses yeux restèrent ouverts, fixant le ciel étoilé au-dessus du bosquet.
Et quelque chose dans ce regard désespéré troubla même les hommes qui l'avaient condamné. Quand ce fut terminé, un silence épais s'abattit sur le bosquet. Les 6 hommes restèrent immobiles pendant un long moment, contemplant ce qu'ils venaient de faire. Le corps d'Augustin Valcourt gisait sur le banc de pierre, ses membres disposés dans une position presque naturelle, comme s'il s'était simplement endormi sous les étoiles. Puis Nathanaël parla, sa voix rauque brisant le silence. « C'est fait, il n'y a plus de retour possible. À partir de maintenant, nous vivons ou nous mourrons ensemble. » Ils portèrent le corps jusqu'au fleuve, utilisant des chemins qu'ils connaissaient par cœur, évitant les zones où les patrouilles nocturnes pouvaient passer. Le Mississippi coulait large et sombre, ses eaux gonflées par les pluies récentes. Ils attachèrent des pierres au corps, suffisamment pour qu'il coule mais pas trop pour que le poids paraisse suspect si jamais quelqu'un le retrouvait. Le corps disparut sous la surface avec un bruit mat, avalé par les courants. Ils restèrent un moment sur la berge, regardant l'endroit où Valcourt avait disparu, comme pour s'assurer que c'était bien réel, que ce n'était pas un rêve ou un cauchemar dont ils allaient se réveiller. Puis ils retournèrent aux cabanes, se séparèrent sans un mot, et chacun s'allongea sur sa paillasse, fixant l'obscurité, attendant l'aube avec une mixture de terreur et d'espoir qu'aucun d'eux n'avait jamais connue auparavant. Le lendemain matin, l'alarme fut donnée vers 7 heures. Les domestiques de la grande maison, ne voyant pas leur maître descendre pour son petit déjeuner, étaient montés frapper à la porte de ses appartements. Pas de réponse. Elles avaient frappé plus fort, appelé, mais seul le silence leur répondait. Finalement, mademoiselle Fourcade, la gouvernante, avait pris sur elle d'ouvrir la porte. La chambre était vide. Le lit n'avait pas été défait. Les vêtements de nuit de Valcourt étaient pliés sur une chaise, là où il les laissait toujours. Mais Valcourt lui-même n'était nulle part. La panique s'installa rapidement dans la grande maison. Les domestiques fouillèrent chaque pièce, vérifièrent le bureau, les salons, les dépendances. Rien. C'est comme si Augustin Valcourt s'était volatilisé pendant la nuit. Mademoiselle Fourcade, femme pragmatique habituellement, se retrouva dans une situation pour laquelle aucune de ses formations ne l'avait préparée. Devait-elle informer les filles, prévenir les autorités, organiser des recherches? Elle choisit de commencer par envoyer Lebrun, le contremaître, rassembler tous les esclaves masculins. Si quelque chose était arrivé à Valcourt, si un accident s'était produit ou pire, il fallait ratisser le domaine. Lebrun, brutal mais pas stupide, comprit immédiatement la gravité de la situation. Il fit sonner la cloche qui convoquait les esclaves, et en moins d'une demi-heure, tous les hommes valides étaient rassemblés devant la grande maison. Barthélemy, Samuel, Isaac, Josué, Nathanaël et Élias se tenaient au milieu de la foule, leurs visages aussi neutres et fatigués que ceux de tous les autres. Personne n'aurait pu deviner en les regardant qu'ils savaient exactement ce qui était arrivé à Valcourt, qu'ils portaient en eux le secret le plus dangereux qu'un esclave pouvait porter. Lebrun organisa les recherches avec une efficacité militaire. Il divisa les esclaves en groupes, assigna à chacun une zone spécifique du domaine. Les champs, les bâtiments, les bords du fleuve, les marécages, les zones boisées, tout devait être inspecté minutieusement. Si Valcourt avait fait une chute, s'il s'était blessé, s'il gisait quelque part incapable d'appeler à l'aide, il fallait le trouver rapidement. Les 6 hommes furent séparés, chacun assigné à un groupe différent. C'était un bon signe. Si Lebrun les avait soupçonnés, il les aurait fait surveiller de près, peut-être même enchaîner. Mais le contremaître ne pensait pas à eux spécifiquement. Pour lui, comme pour tous les blancs du domaine, les esclaves formaient une masse indifférenciée d'outils vivants. L'idée qu'ils puissent avoir planifié et exécuté quelque chose d'aussi audacieux que le meurtre de leur maître était simplement impensable. Les recherches durèrent toute la journée. Les hommes fouillèrent chaque recoin du domaine, appelant le nom de Valcourt, inspectant les endroits où il aurait pu tomber ou se blesser. Ils ne trouvèrent rien, évidemment. Le corps reposait au fond du Mississippi, déjà emporté par les courants vers le golfe, ou peut-être coincé dans quelques bancs de vase où il ne serait jamais découvert. Pendant ce temps, à l'intérieur de la grande maison,
Mademoiselle Fourcade dut finalement informer les filles Valcourt de la disparition de leur père. Elle les rassembla dans le salon, ces 6 jeunes femmes qui allaient de 13 à 19 ans, et leur annonça la nouvelle avec toute la délicatesse possible. La réaction fut celle qu'on pouvait attendre. Les plus jeunes, Rosalie et Mathilde, éclatèrent en sanglots. Clémence, 16 ans, devint blanche comme un linge et dut s'asseoir pour ne pas s'évanouir. Victoire et Hortense, plus âgées, échangèrent un regard difficile à déchiffrer. Quelque chose entre l'inquiétude et autre chose, peut-être un soulagement qu'elle n'osait pas s'avouer à elle-même. Adélaïde, l'aînée, 19 ans, resta la plus composée. Elle prit immédiatement les choses en main, comme si elle attendait depuis longtemps l'occasion de sortir du rôle passif qui lui avait été assigné. Elle demanda à mademoiselle Fourcade de faire prévenir les autorités espagnoles à la Nouvelle-Orléans, de contacter le notaire de la famille et d'envoyer des messages aux planteurs voisins pour leur demander assistance dans les recherches. La nouvelle de la disparition d'Augustin Valcourt se répandit comme une traînée de poudre dans toute la région. Des cavaliers furent dépêchés dans toutes les directions, portant des messages aux familles importantes. Avant la fin de l'après-midi, une douzaine d'hommes de plantations voisines arrivèrent au domaine Valcourt pour offrir leur aide. Parmi eux se trouvait Édouard Sarrazin, propriétaire d'une plantation adjacente et ami de longue date de Valcourt. C'était un homme dans la cinquantaine, au visage sévère marqué par des années passées sous le soleil. Il prit immédiatement le commandement des opérations, organisant des équipes de recherche plus systématiques, étendant la zone inspectée au-delà des limites du domaine Valcourt. Les recherches continuèrent pendant 3 jours. On draina certains bassins, on explora les zones marécageuses malgré les dangers des alligators et des serpents venimeux. On interrogea tous les esclaves un par un. Lebrun mena ses interrogatoires avec sa brutalité habituelle, convaincu que si quelque chose de suspect s'était produit, les esclaves le savaient forcément. Barthélemy fut interrogé le 2e jour. Lebrun le fit entrer dans l'ancien bureau de Valcourt, pièce choisie délibérément pour son pouvoir d'intimidation. 2 autres hommes blancs étaient présents, surveillant chacun de ses gestes. Les questions fusèrent. Avait-il vu quelque chose d'inhabituel? Avait-il entendu des bruits pendant la nuit? Connaissait-il quelqu'un qui aurait pu en vouloir au maître? Barthélemy répondit avec une déférence parfaite, les yeux baissés, la voix humble. Non, il n'avait rien vu, rien entendu. Il dormait dans sa cabane comme tous les soirs. Maître Valcourt était un homme bon, généreux. Personne ne lui voulait du mal. Cette dernière phrase faillit lui brûler la langue, tant elle était fausse. Mais il la prononça avec une conviction qui parut satisfaire ses interrogateurs. Les 5 autres subirent des interrogatoires similaires. Chacun raconta la même histoire, celle que Josué avait soigneusement construite au fil des semaines précédentes. Leurs versions concordaient dans les grandes lignes, tout en comportant de légères variations dans les détails, exactement comme des témoignages authentiques. Ils ne semblaient pas avoir répété, ils ne semblaient pas nerveux outre mesure, juste inquiets et confus comme tous les autres esclaves du domaine. Au 3e jour, les recherches commencèrent à s'essouffler. On n'avait retrouvé aucune trace de Valcourt, aucun indice de ce qui avait pu lui arriver. Sarrazin et les autres planteurs voisins durent retourner à leurs propres affaires. Avant de partir, Sarrazin eut une longue conversation avec Adélaïde Valcourt. Ils se parlèrent dans le salon, porte close, et personne ne sut jamais exactement ce qui fut dit. Mais quand Sarrazin émergea de cette réunion, son visage était encore plus sombre qu'avant. Il convoqua immédiatement Lebrun et les autres contremaîtres, ainsi que mademoiselle Fourcade. « Il faut envisager toutes les possibilités », dit-il d'une voix grave. Augustin a pu avoir un accident, tomber dans le fleuve, se perdre dans les marécages. Mais il est aussi possible qu'il ait été victime d'un acte criminel. Et dans ce cas, les coupables sont forcément sur ce domaine. Un silence pesant accueillit ces paroles. Tout le monde comprit immédiatement ce que Sarrazin sous-entendait. Si Valcourt avait été tué, les esclaves étaient les suspects naturels. Mais comment identifier les coupables parmi 300 personnes?
Et surtout, comment le prouver? Lebrun proposa immédiatement de soumettre tous les esclaves à la question, c'est-à-dire à la torture, jusqu'à ce que quelqu'un avoue. C'était une pratique courante à l'époque quand on soupçonnait un crime impliquant des esclaves. Mais Sarrazin secoua la tête. Nous ne pouvons pas faire cela sans l'autorisation des autorités espagnoles, dit-il. Et nous n'avons aucune preuve qu'un crime ait été commis. Officiellement, Augustin Valcourt a disparu. Peut-être réapparaîtra-t-il dans quelques jours avec une explication parfaitement raisonnable. Nous devons attendre. Cette décision, dictée autant par le pragmatisme légal que par le souci de ne pas détruire une main-d'œuvre précieuse, donna aux 6 hommes un répit inespéré. Ils continuèrent leur travail quotidien, maintenant une apparence de normalité absolue, tandis qu'autour d'eux, la situation évoluait de manière qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. Les jours passèrent. 1 semaine, 2 semaines. Aucune trace de Valcourt. Le notaire de la famille, maître Pierre de la Croix, arriva de la Nouvelle-Orléans pour examiner la situation légale. C'était un homme méticuleux dans la soixantaine, portant perruque poudrée et habit noir, qui passa plusieurs jours enfermé dans le bureau de feu Valcourt à éplucher les documents, les registres, les testaments. Ce qu'il découvrit était à la fois simple et compliqué. Valcourt avait laissé un testament en bonne et due forme, rédigé 5 ans plus tôt. Dans ce document, il léguait l'intégralité de ses biens à ses 6 filles, à parts égales. Mais le testament comportait une clause particulière. Étant donné le jeune âge des héritières, Valcourt avait nommé un tuteur légal qui devait gérer le domaine jusqu'à ce que l'aîné atteigne l'âge de 25 ans ou se marie. Le tuteur désigné était Édouard Sarrazin, propriétaire d'une plantation adjacente. Quand cette information fut révélée, Adélaïde Valcourt, l'aînée, devint livide. Elle connaissait Sarrazin. Elle savait qu'il gérait son propre domaine avec une efficacité impitoyable, que sa plantation était réputée pour être l'une des plus profitables mais aussi l'une des plus dures de toute la Louisiane. Si Sarrazin prenait le contrôle, rien ne changerait. Pire, les choses pourraient même empirer. C'est à ce moment que quelque chose d'extraordinaire commença à se produire, quelque chose que les 6 hommes avaient espéré, mais dont ils n'étaient pas certains qu'il se réaliserait. Lebrun, le contremaître, avait toujours géré les aspects opérationnels du domaine, mais il ne savait rien des finances, de la comptabilité, des négociations commerciales. Maintenant qu'il n'y avait plus de maître, un vide s'était créé, et ce vide demandait à être comblé. Barthélemy, avec sa capacité à lire et à écrire, fut le premier à s'avancer. Il le fit de manière indirecte, suggérant discrètement qu'il pourrait aider à vérifier les registres. L'idée parvint aux oreilles d'Adélaïde, qui, désespérée face aux montagnes de documents incompréhensibles, fit venir Barthélemy dans le bureau de son père. C'était la première fois qu'elle lui parlait directement. Elle lui demanda s'il savait vraiment lire les registres de comptabilité. Barthélemy répondit affirmativement, expliquant qu'un ancien maître lui avait enseigné les lettres. C'était un mensonge, mais un mensonge crédible. Adélaïde prit alors une décision qui aurait paru scandaleuse à quiconque connaissant les conventions de l'époque. Elle demanda à Barthélemy d'examiner les registres de production. Barthélemy entra dans cette pièce où, quelques semaines plus tôt, il avait été interrogé par Lebrun. Mais cette fois, c'était différent. Adélaïde était assise derrière le grand bureau, et elle le regardait non pas avec suspicion, mais avec quelque chose qui ressemblait à de l'espoir désespéré. Elle avait besoin d'aide. Barthélemy s'approcha du bureau et commença à expliquer ce que signifiaient les chiffres, les colonnes, les annotations. Il parla de tonnes de cannes récoltées, de prix de vente, de coûts de production. Et pour la première fois, Adélaïde comprit l'étendue de ce que son père gérait, et surtout, elle comprit qu'elle ne pourrait jamais le gérer seule. Dans les jours qui suivirent, les 5 autres hommes furent progressivement intégrés aux opérations du domaine. Samuel, qui connaissait parfaitement les champs et les cycles de culture, devint consultant pour les décisions agricoles. Isaac, avec sa connaissance des plantes, fut chargé de superviser la santé des travailleurs et du bétail. Josué,
avec son don pour communiquer, servit d'intermédiaire entre les filles Valcourt et les autres esclaves. Nathanaël apporta sa sagesse et son expérience, et Elias, le plus jeune, se révéla avoir un talent surprenant pour négocier avec les marchands qui venaient acheter la production. Ce qui était en train de se produire était sans précédent. 6 esclaves devenaient progressivement indispensables au fonctionnement d'un domaine qui, autrement, tomberait en ruine. Et les filles Valcourt, isolées, sans expérience et terrorisées à l'idée de tomber sous la tutelle de Sarrasins, s'accrochaient à cette aide comme à une bouée de sauvetage. 3 mois après la disparition de Valcourt, en janvier 1790, le notaire de la Croix revint au domaine avec des nouvelles. Il avait consulté les autorités espagnoles, examiné tous les aspects légaux de la situation. Officiellement, Augustin Valcourt était toujours porté disparu, mais après 90 jours sans nouvelles, on pouvait commencer les procédures pour le déclarer légalement mort. Cependant, il y avait une complication. Sarrazin avait fait savoir qu'il était prêt à assumer sa fonction de tuteur et à prendre immédiatement le contrôle du domaine. Il avait même proposé d'acheter les parts des filles mineures, leur assurant une rente confortable, tout en les libérant du fardeau de gérer une plantation. Adélaïde comprit immédiatement ce que cette offre signifiait réellement. Sarrazin voulait s'emparer du domaine à bas prix, disperser les sœurs et probablement vendre ou transférer la plupart des esclaves vers sa propre plantation où ils travailleraient jusqu'à la mort dans des conditions encore pires. C'est lors d'une nuit de février, alors qu'une tempête faisait rage au-dessus du delta, qu'Adélaïde convoqua les 6 hommes dans le bureau. C'était une réunion risquée qui aurait pu être mal interprétée si quelqu'un l'avait découverte. Mais Adélaïde avait pris sa décision. Elle leur parla franchement pour la première fois. Elle leur dit qu'elle savait qu'ils étaient différents des autres esclaves, qu'ils avaient des capacités exceptionnelles, qu'ils avaient maintenu le domaine à flot pendant ces mois difficiles. Elle leur dit aussi qu'elle soupçonnait que son père n'avait pas simplement disparu, que quelque chose s'était passé cette nuit-là, quelque chose qu'elle ne voulait pas connaître dans les détails. Les 6 hommes restèrent silencieux, attendant la suite. Alors Adélaïde prononça les mots qui allaient tout changer. « Je vous propose un accord. Vous nous aidez à garder le contrôle du domaine, vous assurez qu'il continue de fonctionner, de prospérer. En échange, je vous affranchis. Vous deviendrez des hommes libres, et si vous le souhaitez, si mes sœurs y consentent, vous pourrez demander leurs mains en mariage. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Ce qu'Adélaïde proposait était non seulement scandaleux, mais techniquement illégal. Les mariages interraciaux étaient strictement interdits par le Code noir. Mais Adélaïde avait passé les dernières semaines à réfléchir à toutes les failles du système, à toutes les manières dont les lois pouvaient être contournées. Les hommes affranchis, expliqua-t-elle, pouvaient être enregistrés comme gens de couleur libre. Avec des documents appropriés, on pouvait établir qu'ils avaient du sang européen dans leur lignée. C'était un mensonge, mais un mensonge que des notaires complaisants pouvaient rendre légal, moyennant des frais appropriés. Et une fois cette fiction établie, les mariages deviendraient possibles, sinon acceptés socialement, au moins tolérés légalement. Barthélemy fut le premier à parler. « Pourquoi feriez-vous cela? Pourquoi prendre un tel risque ?» La réponse d'Adélaïde fut d'une honnêteté brutale. « Parce que je n'ai pas d'autre choix. Parce que Sarrazin détruira tout ce qui reste de ma famille. Parce que vous 6 êtes les seules personnes en qui je peux avoir confiance pour protéger mes sœurs et maintenir notre liberté. Et parce que, dit-elle après une hésitation, je pense que mon père méritait ce qui lui est arrivé. » Ces derniers mots résonnèrent dans le bureau comme un aveu, une reconnaissance de tout ce qui n'avait jamais été dit. Adélaïde savait. Elle n'avait peut-être pas de preuves, mais elle savait. Et elle choisissait de tourner cette connaissance en quelque chose de constructif plutôt qu'en vengeance. Les 6 hommes se regardèrent. Puis Barthélemy tendit sa main vers Adélaïde. C'était un geste impensable. Un esclave touchant la main d'une femme blanche de son propre chef. Mais Adélaïde prit cette main sans hésiter. Le pacte était scellé.
Ce qui suivit fut un processus long et compliqué qui prit presque 2 ans. Delacroix, le notaire, fut convaincu moyennant des honoraires généreux de falsifier certains documents. Les 6 hommes furent officiellement affranchis en mars 1790, leur liberté achetée par les filles Valcourt avec l'argent de la succession. Des actes de naissance frauduleux furent créés, établissant que ces hommes avaient des ancêtres européens, ce qui les plaçait dans la catégorie des gens de couleur libre plutôt que des anciens esclaves noirs. C'était une fiction transparente pour quiconque les regardait, mais dans une société coloniale où les apparences et les documents écrits comptaient plus que la réalité visible, cette fiction devint vérité légale. Sarrazin tenta de contester ces manœuvres, mais il se heurta à un obstacle imprévu. Adélaïde avait secrètement contacté d'autres familles de planteurs, des rivaux de Sarrazin, et avait obtenu leur soutien en échange de contrats commerciaux avantageux. Le notaire Delacroix, maintenant fermement dans le camp des Valcourt grâce aux sommes considérables qu'il recevait, utilisa toute son expertise juridique pour bloquer les tentatives de Sarrazin de prendre le contrôle du domaine. En 1791, Augustin Valcourt fut officiellement déclaré mort. Son héritage passa définitivement à ses 6 filles, et au printemps de cette même année, 6 mariages furent célébrés dans la petite église Sainte-Marie de l'Assomption. Le père Dutour, qui avait écrit cette lettre troublée à son évêque des années plus tôt, fut celui qui officia. Il connaissait l'irrégularité de ces unions, il voyait bien que les documents présentés étaient suspects, mais il voyait aussi autre chose. 6 jeunes femmes qui avaient été prisonnières dans leur propre maison, désormais mariées à 6 hommes qui les traitaient avec un respect et une douceur qu'elles n'avaient jamais connue. Il choisit de ne pas poser de questions. Barthélemy épousa Adélaïde. Samuel épousa Hortense. Isaac épousa Victoire. Josué épousa Clémence. Nathanaël épousa Rosalie. Et Elias épousa Mathilde, la plus jeune, qui avait maintenant 15 ans. Ces mariages scandalisèrent la société locale. Certaines familles refusèrent tout contact avec les Valcourt. Des rumeurs circulèrent, des accusations voilées furent lancées. Mais le domaine continuait de fonctionner, de produire, de générer des profits. Et dans une société où l'argent parlait plus fort que la morale, les 6 couples trouvèrent progressivement leur place. La vérité sur la disparition d'Augustin Valcourt ne fut jamais officiellement établie. Son corps ne fut jamais retrouvé. Les autorités espagnoles classèrent finalement l'affaire comme mort accidentelle, probablement noyade dans le fleuve. Personne ne fut jamais accusé, personne ne fut jamais puni. Mais dans les cabanes des esclaves du domaine Valcourt, et plus tard dans toute la région, une autre histoire circula. Une histoire murmurée lors des veillées, transmise de génération en génération. Une histoire qui disait que 6 hommes avaient osé l'impensable et avaient survécu. Cette histoire devint une légende, un symbole d'espoir pour ceux qui vivaient dans l'oppression. Une preuve que même dans le système le plus cruel, la résistance était possible. Les 6 couples eurent des enfants. Ces enfants grandirent dans un domaine transformé. Les conditions de travail des esclaves s'améliorèrent considérablement. Les punitions corporelles cessèrent. Un médecin fut engagé pour soigner tous les travailleurs. Les rations alimentaires furent augmentées. Ce n'était pas la liberté, le système restait fondamentalement injuste, mais c'était une version plus humaine de l'enfer. Certains des esclaves du domaine, voyant ce changement, comprirent ce qui s'était vraiment passé cette nuit d'octobre 1789. Ils ne dirent jamais rien, mais leur silence était éloquent. C'était un silence de complicité, de solidarité, de reconnaissance envers ceux qui avaient eu le courage d'agir. En 1803, quand la Louisiane fut vendue aux États-Unis, les 6 familles contrôlaient fermement le domaine. Barthélemy était devenu un homme d'affaires respecté, connu pour son habileté à négocier et sa gestion efficace. Ses enfants avec Adélaïde furent élevés comme des créoles, parlant français et anglais, éduqués dans les meilleures institutions.
Les registres paroissiaux montrent que Barthélemy mourut en 1826, à l'âge de 72 ans, entouré de ses enfants et petits-enfants. Adélaïde lui survécut encore 10 ans. Les 5 autres couples eurent des destins similaires, vivant des vies longues et relativement prospères pour l'époque. Leurs descendants se dispersèrent à travers la Louisiane et au-delà. Certains devinrent commerçants, d'autres avocats, médecins, propriétaires terriens. Ils épousèrent d'autres familles créoles, se fondirent dans la complexe mosaïque raciale et sociale du Sud américain. Avec le temps, l'origine de ces familles fut oubliée, ou du moins, ne fut plus mentionnée en public. Mais l'histoire elle-même ne disparut jamais complètement. Elle survécut dans les traditions orales, dans les récits familiaux transmis à voix basse, dans les légendes locales. Au XXe siècle, des historiens commencèrent à reconstituer les fragments, à examiner les registres paroissiaux, les documents notariés, les actes de propriété. Ils trouvèrent des anomalies, des incohérences, des indices qui suggéraient que quelque chose d'extraordinaire s'était produit au domaine Valcourt entre 1789 et 1792. Certains chercheurs conclurent qu'il s'agissait simplement d'une histoire d'affranchissement inhabituelle mais légale. D'autres, en lisant entre les lignes des documents, en notant les silences éloquents et les falsifications évidentes, comprirent qu'il y avait eu bien plus. Mais sans preuves concrètes, sans aveu, sans corps, ils ne pouvaient que spéculer. En 1968, pendant les travaux de dragage du Mississippi pour améliorer la navigation, des ouvriers découvrirent un squelette humain pris dans les sédiments du fond. Les os portaient des traces de pierre qui avaient été attachées au corps. Une analyse médico-légale, rudimentaire selon les standards modernes, établit que les os dataient d'environ 180 ans et appartenaient à un homme européen d'une 50aine d'années. Le squelette fut entreposé dans un musée local sans grande cérémonie. Rien ne le reliait officiellement à Augustin Valcourt. Mais un descendant de la famille, un historien amateur passionné par la généalogie, examina les restes et nota que l'endroit de la découverte correspondait exactement au courant du fleuve en face du domaine Valcourt. Il n'en parla jamais publiquement. Il ne publia jamais ses découvertes. Il garda simplement dans ses archives personnelles une note manuscrite qui disait simplement « Ils ont trouvé grand-père Augustin, puisse son âme enfin reposer en paix, et puisse-t-il reposer aussi, ceux qui ont fait ce qui devait être fait. » Cette note fut découverte après sa mort, en 1995, et elle posa plus de questions qu'elle n'apporta de réponses. Mais elle confirma ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps, que l'histoire du pacte sanglant n'était pas qu'une légende, qu'elle était fondée sur des événements réels, aussi troublants et extraordinaires qu'ils puissent paraître. Aujourd'hui, si vous visitez la région où se trouvait autrefois le domaine Valcourt, vous ne trouverez presque aucune trace de ce qui s'est passé là-bas. La grande maison a été détruite pendant la guerre de sécession. Les champs ont été subdivisés et vendus au fil des décennies. L'église Sainte-Marie de l'Assomption existe toujours, mais ses registres les plus anciens ont été perdus dans un incendie en 1887. Seuls quelques vieux cimetières préservent encore des noms. Valcourt, bien sûr, mais aussi Barthélemy, Samuel, Isaac, Josué, Nathanaël et Elias, tous avec des noms de famille qui furent inventés pour eux lors de leur affranchissement, tous reposant aux côtés des femmes qu'ils épousèrent dans des circonstances que peu osaient questionner et que personne ne pouvait vraiment comprendre. L'histoire de ces 6 hommes pose des questions qui restent sans réponse claire. Étaient-ils des meurtriers ou des libérateurs? Étaient-ils guidés par la vengeance ou par la survie? Les mariages qui suivirent étaient-ils basés sur un calcul froid ou sur quelque chose qui ressemblait à de l'affection authentique? Les documents suggèrent que les 6 couples restèrent mariés jusqu'à ce que la mort les sépare, que leurs relations furent stables et apparemment harmonieuses. Les lettres conservées d'Adélaïde parlent de Barthélemy avec respect et même avec tendresse. Les testaments montrent que les 6 hommes prirent soin de leur famille jusqu'à la fin. Mais ces documents peuvent mentir
ou du moins ne dire qu'une partie de la vérité. Ce que nous savons avec certitude, c'est que 6 hommes maintenus en esclavage dans des conditions brutales ont trouvé un moyen de transformer leur situation de manière radicale. Que ce moyen ait impliqué un meurtre prémédité reste sujet à débat, mais les preuves circonstancielles sont accablantes. Et que ces mêmes hommes aient ensuite réussi non seulement à éviter la punition mais à prospérer, à fonder des familles, à transmettre à leurs descendants une vie meilleure que celle qu'ils avaient connue, cela reste un fait historique remarquable. Alors, vous qui avez écouté cette histoire jusqu'au bout, qu'en pensez-vous? Était-ce de la justice ou du meurtre? Était-ce de l'amour ou du calcul? Laissez vos réflexions dans les commentaires. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci et partagez cette vidéo avec ceux qui apprécient les mystères sombres de l'histoire. Parce que la vérité parfois est plus troublante que n'importe quelle fiction. Il y a des histoires que l'histoire officielle préfère oublier. Des événements trop complexes, trop dérangeants pour être enseignés dans les écoles ou commémorés par des monuments. L'histoire du domaine Valcourt en est une. Elle défie les catégories simples du bien et du mal. Elle expose les contradictions profondes d'une société bâtie sur l'oppression et elle montre comment, dans les circonstances les plus désespérées, les êtres humains trouvent des moyens de survivre, de résister et parfois même de triompher. Les 6 hommes dont nous avons raconté l'histoire ne furent ni des héros ni des monstres. Ils furent simplement des hommes placés dans une situation impossible, qui prirent des décisions impossibles et qui vécurent avec les conséquences de ces décisions pour le reste de leur vie. Leur histoire est celle de la complexité humaine, de la moralité dans les zones grises, de la survie à tout prix. Et quelque part dans les eaux sombres du Mississippi, peut-être, reposent encore les restes d'Augustin Valcourt, témoignage silencieux d'une nuit où 6 hommes décidèrent que leur vie valait plus que leur obéissance et que leur liberté valait tous les risques. Cette nuit où ils scellèrent leur pacte dans le sang et changèrent à jamais le cours de leur destinée.